Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission de mardi soir, 21h, le grand rendez-vous. Émission qui fait le point sur les sujets qui font l'actualité au Gabon. L'actualité dans notre pays ces derniers jours, ça a été l'organisation d'un séminaire gouvernemental le 10 et 11 août dernier, présidé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de faire le point sur les 100 jours de l'arrivée à la tête du Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait prêté serment le 3 mai 2025 au stade d'Angondji dans la commune d'Akamba au nord du Gabon. 100 jours passés au peigne fin par le président de la République, par le gouvernement, afin de faire un bilan mi-étape justement de cette gouvernance impulsée par le numéro 1 gabonais, avec 6 piliers sur laquelle repose cette gouvernance implémentée par Brice Clotaire Oligui Nguema sur une période de 7 ans, 2025-2032. Première partie de notre émission consacrée donc à ces 100 jours. La seconde partie sera consacrée à l'actualité politique en lien avec l'organisation au mois de septembre-octobre des élections législatives et locales. Les partis politiques sur le terrain en ordre de bataille presque déjà. Et c'est cette piqûre de rappel de la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais au PDGiste, au militant PDG démissionnaire, piqûre de rappel ou information précise à l'endroit de son collègue secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, qui a donc investi certains transfuges du PDG aujourd'hui militants de l'UDB. Pour faire le point sur ces deux sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir ce soir dans votre émission 21h, le grand rendez-vous, l'émission de mardi, 3 invités. Je reçois Pascal Koulou, acteur politique. Je reçois également Ghislain Guizeux, il est acteur politique, et Richard Ayambom, qui lui également membre de la société civile et acteur politique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions une fois de plus décrypter l'actualité qui prévaut dans notre pays. Retour d'abord sur l'ouverture du séminaire gouvernemental. C'était le dimanche dernier, présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la rubrique reportage. Bilan stratégique et alignement institutionnel, thème d'un séminaire gouvernemental ouvert ce jour sous les auspices du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Séminaire intervenant quasiment 100 jours après son investiture. Il s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évaluation de la politique de gouvernance en cette 5e République. Le chef de l'État, dont l'ambition est la transformation du Gabon, voudrait impulser au sein de nos administrations une dynamique nouvelle, et cette séance de travail fut à nouveau l'occasion de le réitérer. C'est le triptyque discipline, cohésion et méthode. Discipline, parce que ce n'est que dans l'ordre que l'on peut espérer avoir des résultats concrets. La cohésion, pour traduire ici la bonne entente, l'impératif du travail d'équipe. Gouvernement, administration, vous êtes une même équipe. Révision et appréciation des principales réformes, synthèse des principales missions et actions réalisées quant aux piliers stratégiques, notamment la gestion financière avec en appui la mobilisation des ressources, la planification des investissements, la mise en œuvre des principaux axes du projet de société du chef de l'État. Autant de thématiques auront ponctué ces discussions animées par le vice-président du gouvernement et plusieurs membres de son équipe. La méthode est basée sur la reconquête de l'indépendance économique de notre pays, en privilégiant la transformation locale de nos ressources. Le secteur minier, par lequel nous commençons, cette vaste entreprise permettra au Gabon de redynamiser considérablement son économie avec des incidences positives, directes, dans divers secteurs, tout en maintenant une perspective de diversification. Nous devons pouvoir nous appuyer sur de nouvelles ressources. Le numérique, l'énergie verte, afin de créer plus d'emplois. Dans le secteur du pétrole, le nouveau code qui sera adopté doit s'épanouir
le pétrole et le gaz. Un pôle pétrolier et un pôle gaz. En outre, notre système de transport devra également être réformé. Du permis de conduire aux plaques d'immatriculation, tout doit être digitalisé pour une meilleure traçabilité. Aussi, créer une société gabonaise de transit. La question du foncier demeure une préoccupation capitale pour les Gabonais. Il nous faut rapidement alléger la procédure d'obtention du titre foncier afin de protéger les biens immobiliers de nos concitoyens. Dans cette même lancée, il me semble nécessaire d'accélérer la modernisation de nos villes en mettant en œuvre, comme partout ailleurs, le système de prélèvement de la contribution foncière unique. Ces travaux qui s'étendront sur 2 jours permettront aux experts de se pencher minutieusement sur les différents indicateurs de performance devant améliorer véritablement le quotidien des Gabonais au plan social et infrastructurel, mais aussi d'arrimer notre administration aux exigences pragmatiques de la Ve République qui se veut réactive et efficace à tout point de vue. Voilà, bilan donc mi-parcours de ce mandat du président de la République. Mi-parcours, c'est trop dit, plutôt des 100 jours, bilan des 100 jours. Pascal Koulou, on l'a dit, pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette rencontre était donc une rencontre stratégique qui a permis de faire de dresser le bilan de ces 100 jours à la tête du Gabon, faire le point sur l'avancement du plan d'action gouvernemental 2025-2032 qui repose sur 6 piliers, l'accès à l'eau et à l'électricité comme droits fondamentaux, la jeunesse, force motrice de production, un habitat digne, des infrastructures modernisées, le numérique renforcé, la refondation du capital humain, de la justice sociale, la diversification économique et la valorisation des filières stratégiques. Et 6e pilier, un État performant, éthique et décentralisé. Alors, est-ce qu'on est dans le symbole où il y a véritablement derrière ce séminaire gouvernemental, derrière ce bilan des 100 jours de Brice Clotaire Oligui Nguema, la volonté ferme pour lui, en tant que président de la République, de continuer à implémenter la dynamique impulsée à la tête du Gabon depuis le 30 août 2023? Bon, il faut dire qu'il y a les deux, effectivement. Comme vous le savez, le président de la République hérite d'un mandat qui a démarré dans une séquence transitionnelle. Or, comme dans toute séquence transitionnelle, il y a des objectifs du moyen terme, le temps de revenir à une organisation administrative et politique ordinaire, donc un retour à l'ordre civil. Cet objectif atteint, il lui revient effectivement, après avoir mis en place son gouvernement, puisqu'on est toujours dans cette séquence transitionnelle avec le clos, ça va être les dernières élections législatives et locales qui vont permettre de redonner une configuration beaucoup plus exacte de toute la vie institutionnelle de notre pays. Il est donc de bonne loi à ce moment-là de faire à la fois un rappel des objectifs poursuivis, mais également par rapport à l'amorce de ce qui a été entamé en fixant des priorités. Comme vous le savez, notre pays est aux urgences dans presque tous les secteurs et fait bien de mentionner le secteur de l'énergie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État met un accent particulier pour qu'il y ait une sorte de semi-amorce de l'industrialisation dans notre pays. Or, sans énergie, il est pratiquement impossible de parler d'industrialisation puisque sa volonté est que certaines matières premières soient transformées localement. Donc, il faut de l'énergie pour ça. Et cette énergie est également vitale pour les ménages. Vous savez. Grâce à l'énergie, des gens font des prévisions, des gens peuvent avoir, on dit, des meilleurs cadres de vie, notamment en ce qui concerne l'éclairage public, etc. Donc, c'est un facteur important. Tout ce qu'il a souligné au nombre de ces 6 points font partir à la fois des objectifs à court terme, à moyen, mais également à long terme, parce que c'est un programme stratégique qui part de 2025 à 2032. 2032, se voulant être la date des prochaines élections présidentielles. Donc, il va, comme on dit, tout en étant pressé par la demande sociale, il va tout de même d'un pas prudent en l'étalant sur 7 années. Le fait de faire une évaluation est important. Pourquoi? Parce qu'une évaluation, on l'a fait avant d'entamer le projet, on l'a fait pendant l'exécution du projet et souvent on l'a fait à la fin du projet. Ça permet que lorsqu'on a fait une projection et que
en entamant le projet, on se rend compte que les choses peuvent être plus longues. À ce moment-là, on prend d'autres dispositions pour s'orienter vers des secteurs d'urgence parce que la gouvernance, c'est aussi répondre quelquefois aux urgences des populations. D'accord, Ghislain Guizet. Alors, ce septennat de Brice Clotaire Oligui également, on l'a dit, repose donc sur ces 6 principaux piliers qui déclinent donc sa vision ou sa gouvernance pour améliorer le cadre de vie des populations notamment. En ce qui concerne le premier pilier, eh bien, la question que je vais vous poser en fait, c'est comment vous interprétez le fait que l'accès à l'eau potable et à l'électricité soit comme services fondamentaux, soit le premier pilier des 6? Écoutez, je pense que le président de la République a impulsé une dynamique depuis la période transitionnelle. C'est pour cela que le séminaire qui s'est tenu hier et avant-hier, sur les 48 heures, avait un caractère spécifique de telle sorte à rabattre les cartes. Pour ma part, il ne reposait pas sur une identité de bilan, parce que nous savons déjà ce que le président a impulsé pendant la période transitoire jusqu'à ce jour. De là, nous observons tout simplement qu'il y a une continuité de façon plus accrue des différentes actions qu'il a posées et qu'il continue de propulser. À mon avis, quand vous suivez le discours du président de la République pendant ce séminaire, il y a une occasion qu'il présente à son gouvernement pour leur dire que durant les 5 premiers jours, votre état de grâce s'arrête là. Parce qu'il explique clairement que nous sommes des soldats et que les Gabonais nous regardent. Cela veut dire qu'il a mesuré le pour et le contre sur l'ensemble des missions qui ont été assignées à son gouvernement. Et à partir de cet instant, il est question pour lui de rappeler fondamentalement les priorités des Gabonais. Nous parlons là de l'énergie. L'énergie est un secteur fondamental pour la vie des Gabonais. Si nous voulons un réel développement dans notre pays, en commençant par la lutte contre le chômage, qui fait partie d'un aspect très important qui empêche certainement le président de la République de trouver le sommet aujourd'hui, parce que nous sommes quand même au-delà de 30% du taux de chômage dans notre pays. Si nous avons de l'énergie en manque de façon véritable, comme on l'observe dans notre pays, on ne peut pas lutter véritablement contre le chômage. On ne peut pas impulser la dynamique sur la création des entreprises, sur l'industrialisation, sur un certain nombre d'aspects qui permettent au pays de véritablement se développer. Donc il était effectivement important qu'il mette un curseur sur cet élément probant qui permet à notre pays de décoller comme le président le souhaite si bien. Richard Ayambom, l'énergie, l'accès à l'eau et à l'énergie comme droits fondamentaux, ça veut dire que pour Brice Clotaire Oligui Nguema, on est au-delà du simple service de l'État. C'est un véritable droit pour les populations de pouvoir bénéficier justement de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Oui, tout à fait. Il est important ici que le président ait mis un accent en particulier sur ces 2 pans, à savoir l'eau et l'électricité, parce que ce sont des éléments essentiels de la vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous passer de l'eau ou encore de l'électricité. Étant entendu que cette électricité va amener des investisseurs à s'installer au Gabon, mais également à apporter des solutions à la problématique du chômage. Parce que sans entreprise, sans économies, il est évident que la question du chômage restera telle. Donc le président a tout à fait raison de marquer un accent particulier sur ces 2 aspects, étant entendu que ce problème est général sur l'ensemble du pays et singulièrement au niveau de l'Ibré pour la question par exemple d'eau, où il y a encore des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau. Donc vous comprenez que la problématique reste d'actualité et que le gouvernement doit s'atteler à trouver des solutions dans l'immédiat afin de donner une vie réelle aux populations.
Améliorer le cadre de vie des populations dans ce qui concerne l'accès à l'eau potable et d'ailleurs et à l'électricité. Et pour parler justement de l'amélioration du cadre de vie dans le domaine de l'accès à l'électricité, on va revenir sur cette présence de Brice Clotaire Oligui Nguema il y a quelques heures, où il y a un jour du côté de Kingélé, où il est allé faire le point sur l'avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet hydroélectrique de Kingélé à Val. Kingélé situé à 55 km de Libreville. Le reportage. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagne une forte délégation en visite du site de barrage Kingélé à Val afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de cet ouvrage hydroélectrique destiné à répondre à une demande de plus en plus croissante en électricité, tant pour les ménages que pour les industries du Grand Libreville et ses environs. Alors, la centrale, en quoi elle consiste? Donc, on va faire un barrage, ce qu'on voit déjà en train d'être monté. Donc, c'est un barrage en béton sur cette partie, en remblai en terre. Et on va pas se faire, c'est en remblai en terre. Et ensuite, on voit donc les trois gros tuyaux qui sont installés en haut du barrage. En fait, ce sont les prises d'eau. Et l'eau va rentrer donc dans les tuyaux, ici, et rentrer donc dans l'usine qu'on va pouvoir visionner tout à l'heure dans la centrale elle-même. Cette eau qui, en rentrant dans l'usine, va faire tourner les turbines et produire de l'électricité. Et cette électricité va aller au poste électrique que vous avez croisé sur le chemin. Et ce poste électrique-là, c'est lui qui va injecter sur Libreville. Un projet clé du plan d'action du chef de l'État qui a promis aux Gabonais l'adduction en eau et en électricité partout où besoin sera. Kingélé à Val se connectera au réseau interconnecté de Libreville en ligne de 225 kW qui transporte déjà la production du barrage de Kingélé et de Chimbélé. Le projet confié à une entreprise chinoise, Sino Hydro, ayant une réputation mondiale dans la construction des barrages hydroélectriques, est exécuté à plus de 50%. Le lancement de la centrale est prévu pour la fin de l'année 2026. Donc le chef de l'État qui est venu ce matin toucher du doigt les réalisations s'est rendu compte de non seulement la hauteur du projet, le niveau des infrastructures, le niveau des investissements qui sont de l'ordre de 120 milliards de francs CFA avec 28% de mobilisation de fonds propres et 72% de mobilisation de financement extérieur. Le début du remplissage du réservoir de cette importante réalisation est prévu pour mars 2026 avec des essais d'ici à août et septembre 2026. Les délais définitifs de livraison étant arrêtés à fin 2026. Financement privé gabonais contracté auprès des bailleurs de renommée internationale via l'entreprise Gabon Power Company. L'aboutissement du chantier produira 35 MW, soit 13% des besoins du Grand Libreville. Sur le plan économique, ce projet est une aubaine pour 50 entreprises locales qui y participent. À ce jour, plus de 480 personnes, dont 350 Gabonais, sont employées sur le site, en plus des nombreuses infrastructures socio-éducatives créées grâce à la RSE. Investissement de 118 milliards de francs CFA. L'État gabonais, à travers Gabon Power Company, contribue à hauteur de plus de 10%, soit environ 18 milliards de francs CFA. Le reste étant financé par son partenaire Meridiam et les bailleurs de fonds qui accompagnent Gabon Power Company, notamment la Société financière internationale, la Banque africaine de développement, ainsi que Emerging African Infrastructure Fund. Un système de financement non souverain qui permet à l'État de se soustraire de la logique de la dette publique en favorisant un remboursement par la commercialisation de l'électricité produite. Voilà, Pascal Koulou, on vient de voir donc ce reportage-là. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui préside le séminaire gouvernemental, il place donc l'accès à l'eau potable et à l'électricité comme droits fondamentaux en tête des 6 piliers justement sur lesquels repose sa gouvernance pour les 7 ans, donc que dure le septennat. Et vu quelques heures après, donc il va sur le terrain, c'est pour montrer justement qu'il est, lui, dans ce dynamisme implémenté depuis le 30 août 2023. Le chef de l'État est un militaire de formation. Vous savez, dans ce domaine, il y a une règle d'or, c'est celle d'évaluer la mission à la mission d'adjoindre les moyens, aux moyens d'adjoindre les hommes. Donc c'est ce qu'il retransmet dans le champ politique et dans le champ de l'exécution des différents projets qu'il s'est engagé à réaliser au cours de cette première partie de son mandat, parce que la demande est forte. Vous savez, quand on était à l'école primaire, il y avait une règle qu'on nous apprenait en ce qui concerne les jeunes. On disait que les jeunes est la base de toute la propreté et la base de toutes les conditions hygiéniques. Or, l'eau est à la base de l'élément de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, vous avez écouté le ministre de la Santé qui appelait les gens
à faire attention parce qu'il s'est déclaré des épidémies de choléra. Comme vous savez, c'est des vecteurs du fait qu'il y a une mauvaise qualité de l'eau. Or, Libreville, depuis une quinzaine d'années, Libreville, la plupart des villes du Gabon ont une mauvaise qualité de l'eau, soit parce que les éléments de conservation ne sont pas ce qu'il faut, soit parce que c'est l'approprié également pose des problèmes. Donc, améliorer à la fois la desserte en énergie par une régularité de fourniture en courant est une excellente chose parce que, on l'a déjà dit ici, la petite industrialisation, la petite PME, la grande industrialisation ont besoin de beaucoup d'énergie parce que tout ceci participe de la réduction du coût de vie en termes de l'amélioration du pouvoir d'achat. Si vous avez à faire des courses dans un magasin où le propriétaire est obligé de s'alimenter en groupe, ça donc naturellement il va répercuter ses dépenses au niveau des produits qu'il met à l'étagère. Et si vous-même vous aviez à vivre des coupures intempestives et vous avez des difficultés à l'accès à l'eau, attendez votre malade. Donc le président public est au fait de cette situation qui est une situation qui peut davantage, lorsqu'elle réussit, lorsque les choses se font de manière potentielle, à donner un coup d'accélération à la fois dans le cadre du cadre de vie des Gabonais, mais aussi dans le secteur du développement multifacette, parce que l'eau et le courant, ce sont les éléments essentiels de la vie moderne aujourd'hui. Et Ghislain Guizet, on parle d'eau, d'électricité, évidemment, mais surtout de tout ce qu'il y a comme projet annexe ou connexe. Justement, on a entendu dans le reportage, c'est 50 entreprises gabonaises qui travaillent dans ce projet au niveau de Kingélé. C'est 350 emplois directs créés pour les Gabonais. C'est la réalisation de plusieurs infrastructures grâce à la politique de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, générée, suscitée par ce projet-là. On est dans du concret là. Oui, nous sommes dans du concret. C'est pour cela qu'à l'antenne, je vous ai dit que le séminaire qui s'est tenu il y a 2 jours, durant 2 jours, n'était pas fondamentalement axé sur un bilan à mi-parcours par rapport aux actions posées par le président. C'est la résultante d'un certain nombre d'actions que nous observons. Là, dernièrement, on a vu le président de la République aller inaugurer la station de pompage du PK5. C'est toujours dans l'ordre de l'énergie. C'est pour permettre aux différents Gabonais qui résident dans le Grand Libreville d'avoir accès à de l'eau. Alors, nous rentrons là plein pot dans la diversification, dans l'industrialisation, dans la lutte contre le chômage, dans le bien-vivre, le bien-être du Gabonais, qui soit lié à ces différents aspects émanant directement de la vie. Parce que, comme on le dit si bien, l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, pour avoir de l'électricité dans des zones reculées, en zone rurale, il faut procéder par ces différentes industries. Aujourd'hui, les entreprises que le président est en train de lancer, je parle d'entreprises dans la réalisation des actions qui sont en train d'être posées, vont dans le droit fil de ce qui est observé aujourd'hui, la lutte contre le chômage. On parle là de la station, du barrage qui est en train d'être construit au niveau de Kingélé, mais ce barrage-là, on parle des Gabonais. Et quand on parle d'un Gabonais, on peut adjoindre une dizaine de personnes en arrière, parce que ce sont des Gabonais qui représentent un certain nombre de familles. On voit là des entreprises qui sont tenues par des Gabonais. Ces Gabonais, ces entreprises qui embauchent eux aussi d'autres Gabonais. Donc c'est une chaîne de continuité. Et cette chaîne, elle se joint à ce que le président nous a dit dernièrement quand il a été élu à plus de 94%, à savoir l'attribution d'un certain nombre de marchés aux Gabonais. Là, c'est une autre concrétisation. Il va falloir que les Gabonais sachent que d'aventure, nous acheminons vers l'ensemble des actions que le président a promis et qui sont en train de se concrétiser. Richard Ayambom, le plan d'action gouvernemental dans son point 4, son 4e pilier, est axé sur la refondation du capital humain et de la justice sociale. Là, je vous pose la question par rapport à la double casquette que vous avez d'acteur de la société civile et d'acteur politique. Alors, la refondation du capital humain et la justice sociale, comment vous l'interprétez? Bon, j'interprète ces deux aspects comme étant une sorte de justice rendue à ce que l'on pourrait appeler la ressource humaine, mais également permettre à cette ressource humaine de ne pas se sentir abandonnée
Donc il y a cette impulsion donnée par le chef de l'État visant à donner un peu plus de dignité à cette ressource humaine. Et redonner la dignité à cette ressource humaine-là, mal utilisée. Ça se traduit par la mise en relief d'une politique transversale. Si on parle de capital humain, il y a un ensemble de faits. Si on prenne le point pour rester sur les aspects liés à la société civile, on vous a souvent vu sur peut-être on voudrait mettre l'homme au centre de tout. Oui, mais de façon concrète, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement arrive à pouvoir répondre aux besoins de ces ressources humaines. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par exemple, ou bien répondre également aux préoccupations de ces hommes-là, hommes avec grand H, évidemment. Il y a par exemple là, il y a quelques jours, le syndicat de l'éducation nationale a agité le chiffon rouge. Oui, dans le sens de la régulation des situations administratives. Voilà. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, Justement, on est dans ce cadre-là. Oui. C'est ça, donner de la dignité aux ressources humaines. La refondation du capital humain. Tout à fait. Il va falloir redéployer ces personnels-là, leur donner un cadre de vie acceptable et répondre aussi à leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne pour l'éducation nationale, des questions relatives à la régulation de leur situation administrative. Pascal Koulou, la justice sociale, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable équité entre les différentes couches de la société gabonaise, c'est ça? Par exemple, par rapport à la redistribution de la richesse nationale, qui s'est traduit dans plusieurs aspects, évidemment. La responsabilité de l'État, c'est d'assurer justement l'accès aux besoins sociaux de tous les citoyens. C'est cela la protection sociale. La protection sociale, c'est que quel que soit ce que vous avez à titre personnel comme revenu, vous n'êtes pas exclu de ce qui dignifie la vie. L'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, à l'électricité. Une question de pension retraite. Mais tout à fait, parce que le traitement des retraités. Donc tout ceci fait en sorte que ces éléments de solidarité, qui sont des éléments de solidarité pour mieux construire la conscience citoyenne, fixent également le chef de l'État dans sa volonté de restaurer la dignité, parce que, ne l'oublions pas, dans les nombreuses déclinaisons qu'il avait affichées au cours de l'entame de son exercice, il parlait à la fois de la restauration des institutions, mais de rendre la dignité aux Gabonais. Or, vous savez, si vous êtes un père de famille, que vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, si vous êtes un responsable de vie et que vous n'avez pas, vous, la capacité de vous autonomiser sur un certain nombre de secteurs, si vous n'avez pas de toit, si vous n'avez pas de... vous n'avez aucune dignité. Vous êtes à la limite chosifié, et ça, c'est une des situations dramatiques, malheureusement, dans laquelle se trouve aujourd'hui un nombre important de Gabonais. Donc le chef de l'État, quand il parle de renforcer toutes ces mesures sociales, donc de protection, a conscience qu'il faut aller vite, parce qu'il y a quand même péril à la demeure. Je crois que toutes les initiatives qui vont dans le sens de donner un mieux-être en termes d'accès à tous les besoins sociaux font en sorte que les Gabonais peuvent davantage commencer à se retrouver et à mieux s'inviter dans la relance des défis. Parce que vous savez, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut s'assurer que les gens soient capables de bien manger, capables de bien se loger, d'avoir l'accès à l'eau, à l'électricité, que les enfants puissent aller à l'école, et que dans cette dynamique de solidarité ouverte, chacun va au mieux assumer sa responsabilité de renforcer, quel que soit le maillon au niveau de la chaîne auquel il se trouve, de faire en sorte que la dynamique citoyenne soit des plus fortes. Le pays ne s'emportera d'ailleurs mieux, et le chef de l'État pourra se réjouir, parce que c'est bien de faire des évaluations. On sort d'une situation où des choses étaient annoncées, quelquefois elles étaient financées, on présentait des maquettes, etc. Et puis bon, au moment de faire le constat, on se posait bien la question, est-ce qu'il n'y a pas une évaluation de ces projets, parce que pour l'instant, on ne voit rien émerger. Donc c'est des mécanismes de prudence pour également aussi inviter, c'est dommage, la société civile qui s'est politisée en s'invitant dans des arcades politiques, c'est inviter le citoyen à prendre lui-même le compteur des engagements du gouvernement pour être capable de mieux revendiquer. Et pour fermer cette parenthèse ouverte en ce qui concerne le social, la justice sociale souhaitée évolue dans le point
de ces piliers-là qui représentent donc la matérialisation du plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2032, il y a sur le plan social, la protection sociale, une forte actualité sur le terrain dans notre pays, le Gabon, qui pourrait perdre le siège pas de la CIPRES, parce que la CIPRES c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui regroupe donc 18 pays, mais il y a une grosse inquiétude, ce d'autant plus que la délocalisation du secrétariat permanent de la FESTAC est d'actualité pour la simple et bonne raison que le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail jusque-là n'ont pas encore mis en relief tous les éléments qui devraient faire en sorte que notre pays, le Gabon, dispose donc du siège donc de la FESTAC. Donc comment vous voyez, c'est un instrument important alors dans le cadre justement de la protection sociale, du renforcement des politiques sociales implémentées notamment par le gouvernement gabonais. Mais comment on peut expliquer le fait que le gouvernement gabonais, via le ministère de l'Intérieur et du Travail, ne semble pas accorder un intérêt à ce que le Gabon justement puisse signer cet accord de siège-là? Mais écoutez, je ne pense pas que ce soit une négligence de la part du gouvernement. Nous reposons là sur deux visages. Il y a un visage interne et il y a un visage externe. Je parle de la politique extérieure. Là, je pense que le gouvernement, pour le moment, est concentré, à travers le président de la République, est concentré sur des attentes des Gabonais. Si vous regardez sur l'exploitation de nos ressources naturelles, depuis pratiquement 60 ans, les Gabonais ne savaient pas véritablement qu'est-ce qui était exploité dans notre pays. C'est pendant l'avènement de Brice Clotaire Oligui que nous pouvons savoir de façon plus explicite tout ce qu'on a comme ressources et qu'est-ce qui doit être exploité. Et quand il met l'accent sur la transformation de ces ressources naturelles dans notre pays, ça a un impact direct sur la population. Et qui dit impact direct dit un engagement orienté vers le social. Parce que le partage des ressources, le partage de nos biens se fera naturellement. Maintenant, il y a lieu de comprendre que ça fait à peine 3 mois que le président de la République a été élu. Donc il va falloir accorder du temps au gouvernement. Je pense que là, nous sommes en train de rentrer plein pot dans tout ce qui est attribué, que ce soit au niveau national comme international, mais pensez que c'est une négligence du fait que le ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Affaires sociales ne veulent pas mettre l'accent pour l'acquisition du siège. Non, on n'a pas dit ne veulent pas. On s'interroge justement sur non, mais je pense le silence observé. Il y a une épée de Damoclès quand même qui c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas lieu pourrait risquer la délocalisation du secrétariat permanent de la Fédération des syndicats de travailleurs des pays affiliés à la Je pense que si vous observez le fonctionnement de Brice Clotaire Oligui, il y a un accent véritable sur la diplomatie, sur la politique extérieure. Et je ne pense pas qu'un aspect de cette envergure peut nous échapper. Je pense que le silence que vous observez est certainement un silence travailleur, parce que tout travail ne se manifeste pas forcément dans le bruit. Il y a du travail qui est en train d'être fait et nous allons forcément apercevoir les fruits. Pour terminer sur ce point, je pose la question l'acteur de la société civile. Qu'est-ce que ça peut représenter pour le Gabon que d'abriter le siège de la FESTAC? Bien, la FESTAC, d'abord, cela peut représenter pour le Gabon comme une structure qui servirait d'accompagnement, mais également de conseil en ce qui concerne les problèmes relatifs à les questions de prévalence sociale et autres. Donc, pour revenir sur ce que disait mon collègue, tout simplement que je ne pense pas un seul instant que le gouvernement, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou celui du Travail, puisse négliger cette question. Je pense qu'au moment opportun, ils vont se prononcer sur la question, étant entendu que c'est une question quand même diplomatique et qui met en exergue la notoriété de notre État. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas un seul instant qu'il y ait péril à la demeure. Pascal Koulou, 6e pilier de ce plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2032. Le président de la République, évidemment, souhaite qu'on ait un État
performant, éthique et décentralisé. Donc il y a la performance, comment on évalue cette performance? Il y a des opérations qui ont été initiées, lancées notamment dans l'administration publique. On a essayé de mettre tous les outils pour évaluer la performance de l'agent public sans qu'aujourd'hui on ne puisse réellement mesurer cette performance-là. Bon, c'est justement pour ça qu'il y a une évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire une évaluation de l'ensemble des forces qui participent à faire en sorte que les projets, les orientations soumis par le président public connaissent à terme, en fonction du calendrier qui est le leur, un aboutissement heureux. Donc il y a un besoin d'évaluation. Mais la performance est indispensable. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit, notre pays a beaucoup payé du fait de l'absence de résultats. Les initiatives étaient annoncées, prises, mais il n'y avait pas de résultats. Or, vous savez, comme dans tout domaine, où on a besoin de savoir qu'on a fait du chemin. Or, pour savoir qu'on a fait du chemin, il faut regarder d'où on est parti et quel est le niveau que l'on a atteint. Donc à ce moment-là, on fait donc une politique de performance pour que des objectifs soient atteints. C'est important parce que c'est par la performance que l'initiative privée peut bien prospérer, parce qu'on est concurrent dans un environnement sain. Et ajouter à l'éthique, comme il le dit, l'éthique c'est avoir un nouveau rapport à la loi, avoir un nouveau rapport avec la gestion des deniers publics. C'est circonscrire l'objectif, un franc du contribuable doit aller à la mission pour laquelle ce un franc-là a été destiné. Et que ça ne rentre plus par les méandres des détours pour finir dans la poche des gars plus malins. Non, c'est vraiment le besoin d'éthique. Parce que notre pays, moi j'insiste sur cet élément, n'a pas eu d'autres difficultés que le mauvais rapport à la loi de ceux qui étaient en charge de la gestion des affaires publiques. Ce mauvais rapport à la loi s'est traduit par des détournements massifs. C'est de mettre fin à l'attribution des marchés publics de gré à gré, le respect de l'orthodoxie dans le cadre de la gestion des finances publiques. C'est ça aussi l'éthique. C'est ça l'éthique, c'est-à-dire qu'il faut un nouveau rapport à la loi. Il faut un nouveau rapport à la chose publique. Lorsque vous êtes en charge d'une responsabilité, il faut avoir à l'esprit que vous êtes au service de la nation et que ce n'est pas une opportunité qui vous est donnée à vous, individus, de vous accaparer pour améliorer votre intendance personnelle. C'est ça, c'est cela le mal de notre pays. Et j'espère vivement que le président de la République fera en sorte que cette vision, cet engagement sur l'éthique se repose exclusivement sur une justice dynamique. À ce moment, il faut que les mécanismes de justice soient les plus offensifs possibles pour à la fois avoir des systèmes de dissuasion, mais également des mécanismes de répression, parce que de nos temps, il y en aura toujours. Ça, c'est le propre de l'homme. Mais il faut à ce moment que la justice soit de nature à exercer sa plénitude. On reste sur l'éthique. Je pose la question à tous les trois. Vous êtes libres de répondre sur l'éthique. On sait par exemple que le Gabon a des instruments. Et on a des instruments, des organismes qui existent, qui participent à la politique de lutte contre l'enrichissement illicite ou la corruption, par exemple, en ce qui concerne la déclaration des biens. Mais rarement on a rendu public, quand il y a des compositions des gouvernements, par exemple, des nominations de hautes personnalités dans certaines institutions de la République, rarement les Gabonais sont au fait, rarement les Gabonais sont au fait, justement, et je vous ai déjà entendu à plusieurs reprises, vous, Justin Guizet, d'ailleurs c'est bien que je vous soyez là ce soir, sur ce point-là, vous insurgez du fait qu'on n'ait jamais une idée précise de dire que représente le patrimoine de ces hautes personnalités qui sont nommées soit dans le gouvernement, soit à la tête des institutions, au moment où ils prennent fonction. Bien entendu, je pense que sur ce même plateau, j'étais celui-là qui avait demandé que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque candidat à l'élection présidentielle, qu'il rende public son patrimoine. Parce que comme j'ai pour habitude de le dire, l'exemple doit venir d'en haut. Et à partir de cet instant, dans la mesure où cela était écrit, c'était une obligation. C'est la loi qui imposait cela. Il aurait donc fallu qu'il se prête à cet exercice et bien d'autres candidats à cette époque. Maintenant que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, j'ai été ravi de voir qu'il y a 19 magistrats, 19 juges qui sont passés à la barre aujourd'hui en conseil de discipline. Et nous espérons que cette façon de faire va prospérer. Mais nous avons sur la place publique l'agence, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Nombreux sont ces Gabonais qui se posent la question de savoir quelle est
véritablement leur mission. Et la NIF aussi, je crois, l'Agence nationale d'investigation financière, c'est ça? Les Gabonais ne savent pas. Comme nous savons que toutes ces personnalités qui exercent dans ces différentes agences sont payées par l'argent du contribuable. À partir de cet instant, nous devons savoir véritablement quelles sont leurs missions. Parce que le Gabon d'aujourd'hui, comme le dit si bien le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ne doit plus avoir une justice au curseur, orientée vers un visage qui ne plaît pas à X ou à Y. Ça doit être une justice impartiale. Pour que le Gabon puisse véritablement décoller, il va falloir qu'une véritable justice indépendante et partielle prenne cours. C'est le seul moyen de ne plus regarder le nom de X ou Y qui ne doit pas passer à la barre pour détournement massif. D'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que l'argent dont a besoin le Gabon aujourd'hui se trouve dans les comptes bancaires de plusieurs personnalités de la République. Donc il va falloir que ces derniers, s'ils ne peuvent aller en prison, mais qu'elles rendent compte, qu'elles restituent les biens de l'État. Je vous prends l'exemple de l'or qui a été exploité dans ce pays pendant plusieurs années, mais qui n'avait jamais été déclaré dans le budget de l'État. Mais il va falloir que les enquêtes soient véritablement ouvertes. Il y a des biens publics qui ont été séquestrés, sinon récupérés par des personnalités dans ce pays. À quand l'ouverture de ces enquêtes? Alors, il n'est pas dit ici aujourd'hui qu'il va falloir mettre X ou Y en prison, mais il va falloir établir les responsabilités. Vous avez été à la tête du ministère des Travaux publics pendant 20 ans, c'est un exemple. Quels sont les budgets que vous avez gérés? Quels ont été les rendus? Le Gabonais a besoin de savoir. Parce que quand on gère un pays, il y a le passif, il y a l'actif, et vivement que le président de la République s'y penche véritablement. Richard Alambon, sur ce point, en rapport avec l'éthique, un État éthique. Oui, je pense que si nous voulons d'un État éthique, qui dit éthique dit comportement, et le comportement positif. Et je pense qu'il va falloir que le gouvernement mette un accent particulier sur les audits. Parce qu'ici, on a tendance à ne pas en faire régulièrement, sauf quand une situation est dénoncée. Non, il y a des annonces d'audit, d'organisation d'audit sans qu'on ne publie les résultats. Oui, justement. À ce niveau-là, il faudrait bien publier les résultats pour que les uns et les autres prennent conscience de la situation. Parce que si vous ne publiez pas, comment la personne lambda va-t-elle se comporter par la suite? Donc, ce sont des moyens qui amènent les uns les autres à revisiter leur façon de faire. Donc, il y a un accent, effectivement, particulier à faire à ce que toutes les audits qui sont déclenchés et les enquêtes également puissent être publiées. Voilà. Et pour terminer sur ce point, en rapport avec ce 6e pilier du plan gouvernemental 2025-2032, Pascal Nkoulou, un État décentralisé. On y est déjà. Le président de la République a donc donné des orientations de la mise en place à l'échelle nationale d'une entité nationale, justement, qui pour le moment prend en compte 7 ministères techniques qui ont un lien direct avec cette politique de décentralisation-là. Est-ce que vous sentez un besoin réel chez Brice Clotaire Oligui Nguema de faire aboutir ce projet vieux déjà de plusieurs années, plusieurs décennies? Décentralisation au Gabon. Le président se présente devenu comme un serpent de mer. Bon, il se présente comme un bâtisseur. Ça donne à penser que aussi bien l'homme bâtit comme il le fait, par des monuments, par des infrastructures, mais on bâtit aussi également par la conscience. C'est une lourde responsabilité parce que nous avons pendant de longues années vécu dans un système hybride où on n'y avait pratiquement pas de repères sur le plan des valeurs morales, il n'y avait pas de repères sur le plan de la valeur de l'engagement citoyen. C'est ce qui a conduit à ce que nous soyons allés dans tous les sens avec un environnement politique qui laisse à désirer, avec un environnement social qui est à regretter, et aujourd'hui un environnement économique qui était totalement absorbé et engagé à d'autres objectifs que ceux de permettre aux Gabonais d'avoir les conditions de vie qui leur auraient permis de mieux s'approprier les responsabilités citoyennes pour aider à la nation. Donc le président de la République a un double défi. Vous savez, construire une nation, c'est surtout et avant tout définir
le type de culture qui permet aux citoyens de mieux se retrouver pour aborder les défis du moment. Parce que si vous n'avez pas une idée précise de votre identité nationale, de vos objectifs culturels, de votre engagement sur le plan de l'histoire et de l'avenir, il est difficile que vous ayez des objectifs d'engagement. Or, c'est bien, peut-être parce que c'était militaire, la chose à leur niveau est définie au premier degré parce que le militaire a comme vocation de sacrifier sa vie à la nation. C'est vraiment le seul univers d'activité humaine où on s'engage en disant « je vais mourir pour mes compatriotes ». Donc, c'est peut-être cette culture de l'engagement véritable que le chef de l'État souhaite ou devrait communiquer aux Gabonais pour qu'on ait à la fois des citoyens qui ne se regardent plus comme des prédateurs des uns pour les autres, mais comme des personnes au service d'une cause, au service d'une nation, au service de leurs compatriotes, parce que c'est un peu ce qui nous a manqué ces dernières 50 années, même si certains se plaisent à raconter leur vie, la réalité est sous nos yeux, nous regrettons d'être un pays aussi riche et d'avoir des situations sociales d'ordre abyssal comme nous le constatons aujourd'hui. Il n'y a pratiquement rien, donc il faut recréer le Gabonais nouveau. C'est la tâche de l'UGI et il ne peut le faire que par l'exemple, en étant rigoureux dans la réalisation des projets annoncés, mais également en donnant l'exemple. C'est déjà bien qu'il soit polygame, ça fait partie de nos cultures, mais il doit donner l'exemple de ce qu'aujourd'hui, le Gabonais doit avoir des repères sur ses propres bases culturelles pour avancer. Parce que nous n'avons pratiquement pas eu à la fois de modèles, mais également d'orientation précise. D'accord, merci Pascal Kounou. Merci beaucoup pour cette conclusion du premier thème de notre émission. On va ouvrir le second rapport avec l'actualité politique. Vous le savez, au mois d'octobre prochain, donc 27 septembre d'abord, premier tour et tour unique des élections législatives et locales, 11 octobre, second tour des élections législatives. Les partis politiques ont investi déjà leurs candidats, du moins pour ceux qui sont dans les starting blocks de ces deux échéances électorales importantes. Les partis politiques en ordre de bataille, l'Union démocratique de bâtisseurs, le Parti démocratique gabonais et d'autres formations politiques comme Ensemble pour le Gabon également. Alors, en rapport avec cette actualité, messieurs, il y a ce courrier de la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais produit le 5 août 2025, envoyé à son collègue, secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, Maïs Moussi, dont l'objet porte sur la situation des démissionnaires du Parti démocratique gabonais. Alors ça fait couler encre et salive. Vous allez nous dire pourquoi et vous donner vos points de vue, puisque le contenu du courrier adressé au secrétaire général de l'UDB par la secrétaire générale du PDG Angélique Ngoma est pourtant clair. Elle dit que la démission au sein du Parti démocratique gabonais est matérialisée par la délivrance d'un quitus à effet libératoire d'activité qui prouve que le militant est libre de tout engagement moral et financier vis-à-vis de notre parti. Or, il apparaît que certains démissionnaires ou nous n'ayant obtenu l'investiture de votre parti ne disposent pas de ce document. Cette situation expose les concernés aux rigueurs de l'article 82 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, stipulant que tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois, au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection. Déjà, d'abord dans la démarche, la démarche entreprise par la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais. Elle aurait pu se taire, le PDG aurait pu se taire, comme laisser pourrir la situation, mais elle a préféré alerter, c'est une alerte. Écoutez, je pense que le PDG, et particulièrement Madame la secrétaire générale Angélique Ngoma, aujourd'hui est dans la logique de s'accrocher à un serpent quand on se noie. C'est comme ça que je vois la situation. Le PDG pouvait se taire, bien entendu. Il pouvait aussi procéder autrement. Il s'agit là de le PDG qui est un parti frère à l'UDB.
On rappelle quand même que ce n'est pas le PDG qui a mis le courrier sur la place publique. Je n'ai pas dit le contraire, je poursuis. Voilà, on est de ce courrier se retrouver sur la place publique. Bien entendu. Pourquoi est-ce que... Parce que quand vous lisez le courrier, cela voudrait dire que Madame la secrétaire générale du PDG a connaissance de ces personnes qui ont été investies. Mais bien sûr, pourquoi n'a-t-elle pas adressé une liste exhaustive directement à son collègue secrétaire général de l'UDB pour que ces derniers... Elle ne tient pas le secrétariat de... Non, elle ne tient pas le secrétariat, mais elle aurait pu dresser une liste pour dire, monsieur le secrétaire général de l'UDB, voici la liste des personnes que vous avez investies et qui sont encore militants chez moi. Ça, c'est un aspect. Je vais quand même vous faire remarquer qu'avant le vote du dernier code électoral gabonais, le parti démocratique gabonais a pondu un communiqué officiel où il disait que toutes les personnes qui n'avaient pas renouvelé les adhésions au sein de leur parti étaient considérées comme démissionnaires. Ce communiqué est sur leur page jusqu'à ce jour. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ces différents aspects avant de pondre un tel communiqué? Ça veut dire que pour vous, c'était un acte de mission de fait. C'est eux qui l'avaient annoncé. C'était un communiqué lu par le porte-parole, par l'un des porte-parole du Parti démocratique gabonais. À partir de cet instant, tous les militants qui n'avaient pas renouvelé leurs adhésions sont libres, puisque c'est eux-mêmes qui avaient libéré, qui avaient permis que ces derniers se sentent libres. Sauf que là, dans le courrier, Richard Ayambom, la secrétaire générale du PDG, fait référence, on l'a dit, à l'article 82 de la loi organique 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, qui est clair et stipule donc que tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, parce que pour le secrétaire général du PDG, pour le PDG, les anciens militants ne peuvent être considérés comme étant démissionnaires que s'ils remplissent les conditions en interne qui, qui prouvent qu'ils ont démissionné. Donc le quitus en question, le quitus a été libératoire. L'article 82 ne fait pas allusion au quitus. Et là encore, ça pose un problème de la hiérarchie des normes. Hein? L'article 82 fait allusion aux conditions. Il faut remplir l'article 82 ne fait nullement mention à la conditionnalité de on va le relire, vous allez dire, attendez, on va le relire, vous allez nous dire comment vous le comprenez. Oui. L'article 82 de la loi organique 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise stipulant que tout membre adhérent à un parti politique, on n'a pas dit tout membre adhérent au PDG, à un parti politique, donc tous les partis politiques, d'accord, légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois, au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti. Donc, démission préalable. Donc, le problème se trouve à ce niveau-là, Pascal Koulou. Pour le PDG, tant que ces militants n'en ont pas rempli les conditions de démission, on considère qu'ils ne sont pas démissionnaires. Ils n'ont pas eu le quitus à effet libératoire. Je crois que les Gabonais viennent encore là par la preuve fournie par Mme Angeline Goma qu'ils ont tout intérêt à se défier du PDG. C'est un parti qui évolue aux antipodes de la Constitution. La Constitution garantit les libertés fondamentales. Dans toute république qui se veut régulière, et maintenant nous sommes à la 5e République, il faut que Mme Angeline Goma s'approprie les textes constitutionnels. La loi fondamentale dit que vous démissionnez au bout de 4 mois, vous avez acquis votre liberté. On peut comprendre qu'elle parle de ceux qui n'ont pas adressé une lettre de démission, ça c'est normal, la loi. Mais ça rétention. Mais parle de cela. Je ne suis pas en train de généraliser. Oui, je peux terminer. Parce que, écoutez, si notre constitution était faite de manière à ce qu'il y ait de particularités, on aurait précisé. Or, cette situation est propre au PDG. Or, la loi, quand elle est prise pour s'exécuter sur l'ensemble des partis politiques de notre pays.
que vous comprenez? Ces dispositions internes au PDG ne peuvent avoir de valeur que dans le temps. Comment vous interprétez l'article 82 de la loi organique? Oui, la loi organique, le code électoral. Vous devez démissionner au préalable, non? 4 mois avant. 4 mois avant. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Pascal Nkoulou, quelqu'un en fait une lettre de démission pour notre parti, nous sommes tenus non seulement de répondre, mais d'accuser réception. La suite n'engage plus le démissionnaire dans leur qui brandit. Mais chaque parti politique a son règlement intérieur, a son code de discipline. Oui, mais ce code... Le Parti démocratique gabonais vous dit que lui, en tant que parti politique, pour que vous ayez le quitus à effet libératoire, il faut que vous remplissiez les conditions qui vous permettent de démissionner. Est-ce que vous imaginez la gravité de ces dispositions par rapport à la violation des libertés fondamentales? Je vous prends un exemple tout à fait. Tous ceux qui sont militants du PDG, les démissionnaires, ils ont adhéré, ils ont signé, j'étais au fait justement de ces dispositions. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus précis. Je suis citoyen gabonais. J'ai mon passeport. La constitution de mon pays me dit que je suis libre de tous mes mouvements. J'arrive à l'aéroport et puis un policier me dit, monsieur, parce que je fais rétention de votre passeport, vous ne voyagez pas. Je lui dis, mais moi la loi de mon pays me permet de voyager. C'est à eux de rebondir notre loi pour contrer la loi. Pas de brandir une disposition de suspicion ou de soupçon. Il faut brandir la loi. Si un mandat d'arrêt doit signer par le doit signer une brandie loi, mais il ne peut pas, parce que le règlement intérieur du PDG n'est pas une loi. C'est le règlement intérieur, ce n'est pas une loi. Il faut sortir de cette façon de vouloir faire de la politique d'apartheid. C'est du terrorisme politique quand on le perd comme ça. Est-ce que vous imaginez que tous les partis politiques... Non, mais nous, ils sont partis politiques. Élargissons l'assiette. Imaginez que chaque parti politique introduise une disposition particulière pour que vous ayez la démission. On va avoir une loi qui ne peut pas s'exécuter parce que chacun est dans un registre. Donc la Constitution de la République, donc ce que vous nous dites, c'est que la Constitution de la République dispose que les militants sont libres de démissionner de leur parti quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Oui, l'essentiel c'est de faire 4 mois avant l'élection. C'est tout. La Constitution ne dit pas, la loi ne dit pas qu'il faut vous être acquitté des cotisations parce qu'après, un parti pouvoir dit bon, il faut que vous ayez fait ceci et les législateurs vont aller regarder, il faut que vous ayez répondu parce que vous ne pouvez démissionner de notre parti que si vous avez fait 3 ans. Bon, après on va tenir compte, donc on va avoir une loi qui va être en escalier ou en dents, mais sinon, il faut qu'on soit responsable. Je comprends et j'admire beaucoup Mme Angeline Ngoma, elle fait partie des personnalités politiques dont le profil a toujours été le compromis. C'est pour ça qu'elle fait cette lettre au secrétaire général de l'UDB, parce qu'elle est dans un esprit de concurrence honnête. Il faut éviter les militaires de s'acquitter des paiements de leurs cotisations. Monsieur Pambo, au PDG. Il y a un aspect sur... vous analysez minutieusement ce courrier, il y a un fond et il y a une forme. Le fond de ce courrier, c'est garder les militants du PDG dans l'enclos. Ils ne veulent pas qu'ils... Vous pensez qu'ils sont pris en otage, c'est ça? Ils sont pris en otage. Alors, vous avez au PDG plusieurs types de militants. Il y a des militants qui n'ont jamais rien bénéficié du PDG. Ça, c'est une catégorie de militants. Si Mme Angélique Ngoma nous fait savoir que ce courrier s'adresse uniquement à toutes les hautes personnalités qui ont bénéficié des actifs du PDG, aux militants démissionnaires. Je suis en train de le courrier est clair. Il nous revient aussi de vous présenter un certain nombre d'aspects. On fait des analyses parce que nous étudions la psychologie politique de notre pays. Est-ce que vous savez que depuis plusieurs mois, le PDG refuse les démissions, les lettres de démission qui sont déposées par plusieurs militants, voire des militants qui n'ont jamais rien bénéficié du PDG. Vous allez au siège, à leur siège à lui, vous déposez une lettre de démission, ils vous disent elle n'est pas recevable, allez dans votre fédération, vous allez dans votre fédération, ils appellent leur responsable là-bas, ne reçoivent pas la démission, ils traînent leurs militants comme ça depuis plusieurs mois. Ce sont des otages. La démission dans un parti politique, vous déposez une lettre de démission, vous prenez l'accusé de réception, vous êtes libre. Mais c'est ne peut pas mettre au cœur de cette décision. Les gens veulent
Richard Ayambo, est-ce que certains disent, ouais, peut-être que comme disait Ghislain Guizet tout à l'heure, c'est un peu, on va dire, le serpent qui se mord la queue, plus ou moins, que le PDG est peut-être victime de ses propres turpitudes, mais ce sont des mécanismes qui ont été mis en place au sein du PDG, peut-être pour éviter la transhumance politique, ce qu'on a souvent observé malheureusement, les militaires qui partent à tout va d'un parti à un autre. Ce sont des mécanismes anticonstitutionnels qui mettent en mal la liberté des citoyens dans leur choix politique. Et cette correspondance correspond exactement à la situation selon laquelle un salarié dépose sa démission, on lui délivre un certificat de travail, l'employeur va voir le nouvel employeur en disant non, ce travailleur-là est indiscipliné et autres. Or, c'est interdit. C'est à peu près. C'est à peu près. Le président prendra acte qu'aujourd'hui, ceux qui se présentent comme ses alliés sont également en train de concevoir. Du président, le courrier a été adressé au secrétaire général du parti. Le président le courrier est clair, ça a été à la destination du secrétaire général, M. Jean. C'est mettre en mal le président de son parti, oui ou non? Mais le secrétaire général de l'UDD, M. Vera, avec le président fondateur, ça vous regarde, vous? Vous êtes le militant d'un parti. En quoi vous êtes concerné par cette question? Cette question est une question d'ordre public. Les citoyens. Pourquoi? Parce qu'elle fait entrave aux libertés fondamentales. Et nous ne pouvons pas, nous, en tant que républicains, permettre qu'il y ait ce type d'approche, notamment parce que, vous savez, ce que M. Guizandi est fondamental. Dans les partis politiques, il y a des gens qui sont en charge, mais qui n'ont pas de investissement. On va revenir sur ce point jeudi prochain, parce que le temps qui nous était parti est arrivé à son terme. Merci beaucoup, Ghislain Guizet, d'être passé une fois de plus sur le plateau. À vous également, Richard Ayambo. J'espère vous revoir désormais de façon régulière. On va épuiser le sujet jeudi prochain. Merci beaucoup, Pascal Nkoulou. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.